Juillet 2026. L'un des atouts aériens les plus dévastateurs de la Russie, le bombardier tactique supersonique Sukhoi Su-24M, se prépare au décollage depuis la base aérienne de Saki, sur la côte ouest de la Crimée. Équipé d'une charge complète de munitions intelligentes guidées de précision, cet avion à lui seul a le potentiel de semer le chaos dans les villes ukrainiennes, petites et grandes, ne laissant derrière lui que la mort et la destruction. Ce que la Russie ne sait pas encore, cependant, c'est que cet avion en particulier ne quittera plus jamais le tarmac. Parce que 2 drones d'attaque ukrainiens dotés d'IA se dirigent droit vers lui et ne sont plus qu'à quelques instants de l'impact. Ces drones ne sont pas non plus pilotés par des opérateurs conventionnels. Ils sont contrôlés par les meilleurs des meilleurs, des plongeurs de combat d'élite, qui ont entrepris un voyage périlleux, loin derrière les lignes ennemies, en territoire occupé. Leur mission ? Localiser et éliminer cet avion valant plusieurs millions de dollars, afin d'empêcher qu'il ne fasse une autre victime ukrainienne. Ils ont passé des semaines à se préparer pour cet instant précis. Des semaines de surveillance discrète et de préparatifs risqués sont sur le point de se terminer de façon explosive. On dirait le scénario d'un blockbuster hollywoodien à gros budget. Mais c'est l'histoire vraie et folle de la façon dont une équipe de super soldats ukrainiens a détruit l'un des meilleurs bombardiers tactiques russes. Chapitre 1. Le début de la fin. La base aérienne de Saki est située près de la petite localité côtière de Novo-Fedorivka, en Crimée. Son histoire remonte à près d'un siècle. Les nazis ont construit des pistes ici pendant la Seconde Guerre mondiale, et certaines des figures les plus célèbres de l'histoire, comme Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt, y ont atterri. À Saki, vers la fin du conflit, faisons maintenant un bond jusqu'à aujourd'hui, et Saki est devenu l'un des sites stratégiques les plus précieux pour l'armée russe. À maintes reprises, des bombardiers et des avions de chasse ont décollé de cet endroit pour larguer des bombes et lancer des missiles contre des cibles. Dans tout le sud de l'Ukraine, les Russes ont à plusieurs reprises exploité leur contrôle de la Crimée pour faire pleuvoir le feu sur d'autres zones du territoire ukrainien. Mais à l'été 2026, la situation s'est inversée. L'Ukraine a lancé sa désormais célèbre campagne de frappe centrale, utilisant des drones et des missiles pour bombarder le corridor terrestre reliant la Crimée au territoire russe. Elle a également ciblé des sites à travers la péninsule, éliminant les défenses aériennes, les postes de commandement et les nœuds logistiques, afin de réduire drastiquement la capacité de la Russie à projeter sa puissance depuis le territoire occupé. Saki était l'un de ces sites, et le 24 juin, son mois de feu a officiellement commencé. Le service de sécurité ukrainien, le SBU, a uni ses forces à l'unité Alpha des opérations spéciales de Kiev pour orchestrer une attaque dévastatrice contre la base aérienne. Ils ont lancé un essaim de drones kamikazes dans les airs, qui se sont rapidement dirigés vers Saki et d'autres cibles en Crimée, y compris l'aérodrome militaire de Gvardiska et le détroit de Kertch. Le détroit étroit reliant la Crimée au kraï de Krasnodar en Russie. Il fut un temps où ces drones auraient facilement été éliminés par les défenses aériennes russes, mais ce n'est plus le cas. L'Ukraine a progressivement érodé le bouclier de la Crimée au fil du temps, en détruisant notamment des stations radars, des systèmes de défense aérienne Pantsir et des batteries de missiles S-400, transformant ce qui était autrefois l'une des zones les mieux protégées de l'empire de Vladimir Poutine en une cible facile et vulnérable. Leurs drones survolent la zone pratiquement sans opposition. Les défenses restantes de la Russie sont trop lentes et trop peu nombreuses pour pouvoir faire quoi que ce soit, alors qu'ils s'approchent de la base de Saki. Leur cible, 4 hangars à avions, utilisés pour stocker et sécuriser les chasseurs et les bombardiers. La Russie s'est appuyée sur ces appareils pendant des années pour semer le chaos à travers l'Ukraine. Les forces du Kremlin ne peuvent rien faire d'autre que regarder la dévastation se produire, alors que les drones atteignent leur cible. Dans un déchaînement de fureur, de flammes et de fumée, les 4 hangars sont touchés. Leurs murs fragiles cèdent sous la force des explosions de drones, causant des dégâts incommensurables à tout avion dissimulé à l'intérieur. En un clin d'œil, l'un des sites militaires les plus précieux de la Russie est devenu un brasier ardent, et ce n'est que le début. Saki est sur le point de vivre le même enfer que la Russie a imposé aux Ukrainiens depuis 2022. Et certaines des unités d'élite ukrainiennes les plus aguerries préparent déjà une mission encore plus importante, une mission qui garantira l'élimination totale de l'un des équipements les plus importants de l'ennemi. Chapitre 2. L'attaque suivante, 1er juillet 2026. À peine une semaine s'est écoulée depuis l'attaque précédente. Les incendies sont pratiquement éteints dans les hangars à avions de Saki. Les épaisses colonnes de fumée qui remplissaient l'air se sont enfin dissipées, et les équipes de réparation russes évaluent l'ampleur des dégâts causés lors de la première frappe. Mais l'Ukraine n'a aucune intention de rester les bras croisés, et de laisser la Russie se remettre. Elle compte frapper Saki encore et encore. Plus fort et plus brutalement à chaque frappe suivante, sans relâcher la pression, jusqu'à ce que toute la base et tout ce qu'elle contient soient définitivement rayés de la carte.
Parce que si Saki est si important pour les Russes, alors il est tout aussi important pour l'Ukraine de raser cet aérodrome jusqu'au sol et de s'assurer qu'aucun des avions bombardiers de Moscou ne puisse jamais redécoller. Et donc, alors que la poussière commence à peine à retomber après la première frappe, les drones ukrainiens reprennent leur envol. Une fois de plus. Le SBU est le maître d'œuvre de cette frappe, déployant certains de ses meilleurs opérateurs et ses drones d'attaque longue portée les plus explosifs, qui parcourent de nombreux kilomètres à travers les régions occupées et pénètrent dans l'espace aérien de la péninsule de Crimée, contournant au passage les défenses russes de plus en plus faibles. Comme lors de la frappe initiale, leurs cibles sur les différents hangars disséminés sur la base. Les commandants russes peuvent être têtus, mais ils ne sont pas assez stupides pour laisser des avions traîner sur les pistes ou sur des portions de tarmac à découvert, à la merci des drones ukrainiens. A l'inverse, tous des avions ennemis sont rangés à l'intérieur de ces hangars, qui offrent au moins un certain niveau de protection. Mais si l'Ukraine parvient à percer cette protection, ou même à compromettre l'intégrité structurelle de ces hangars, et à faire s'effondrer quelques-uns de leurs hauts murs, elle pourrait enfin réussir à détruire les avions valant plusieurs millions de dollars qui s'y cachent. C'est tout l'enjeu de cette mission, retirer les couches de protection, ouvrir des brèches dans les hangars sur lesquels la Russie compte pour protéger sa flotte de bombardiers. Infliger des dégâts qui ouvriront la voie à une attaque encore plus puissante la prochaine fois. Faire en sorte que la base de Saki soit affaiblie, et plus difficile à défendre qu'auparavant. C'est l'objectif, et les pilotes de drones ukrainiens sont entièrement concentrés sur sa réalisation. Ils dirigent leurs véhicules aériens sans pilote, ou UAV, vers leur cible. Les défenses épuisées de la Russie n'arrivent pas à les arrêter. Lorsque 7 des drones frappent les hangars, des agents du renseignement ukrainien confirment plus tard que 2 de ces hangars abritaient certains des meilleurs avions de combat russes, y compris des chasseurs, Su-30 et Su-30SM, dont la valeur varie entre 30 et 50 millions de dollars par avion, selon leur configuration. Le Su-30SM, en particulier, est un élément essentiel de la menace aérienne du Kremlin. Version fortement améliorée du Su-30 Flanker C d'origine, le Su-30SM peut transporter une charge utile d'armement allant jusqu'à 8000 kg. Grâce à ses 12 points d'emport externes, il peut atteindre une vitesse maximale d'environ 2120 km/h et possède un rayon d'action en combat allant jusqu'à 1500 km. Ces spécifications techniques ont permis à ce chasseur, ainsi qu'à d'autres similaires, de mener d'innombrables opérations de combat contre des bourgs, des villes et de petites localités ukrainiennes. Année après année, des avions ont décollé de Saki, chargés de bombes planantes et de missiles de précision, tirant leurs munitions depuis la relative sécurité de l'espace aérien criméen et anéantissant des cibles militaires ukrainiennes, ainsi que des infrastructures civiles dans des régions comme Kherson et Zaporizhzhia. Mais cela ne sera plus permis, les équipes de drones ukrainiennes vont s'en assurer. Et tandis que certains des opérateurs célèbrent à la base, regardant les hangars en feu sur leurs écrans, une autre unité se met en position, dans un territoire bien plus dangereux. Loin derrière les lignes ennemies, chapitre 3, en territoire ennemi. Jusqu'à présent, les attaques contre la base aérienne de Saki avaient eu un impact, mais elles n'avaient réussi qu'à frapper l'infrastructure de l'aérodrome, les hangars, plutôt que les avions qui s'y trouvaient. Il est très probable que certains des avions stockés à Saki aient été endommagés lors de ces frappes, et elles ont tout de même placé les Russes dans une position difficile, car les défenses de la base étaient lentement, mais sûrement, en train d'être érodées. En même temps, on pensait que la flotte elle-même était en grande partie intacte, et la Russie avait toujours la capacité de lancer des frappes dévastatrices contre l'Ukraine depuis la Crimée si elle le souhaitait. Si les forces de Kiev voulaient vraiment mettre fin à ces attaques, elles devaient ajuster leur tactique. Elles devaient frapper directement les avions eux-mêmes, mais c'était une tâche bien plus difficile. La Russie gardait les avions dans les hangars, sauf pendant les brefs instants précédant les opérations de combat, lorsque les bombardiers étaient sortis sur les pistes et préparés pour le décollage. Sans une sorte de surveillance continue au-dessus de Saki, les forces ukrainiennes ne sauraient pas quand ces missions avaient lieu. Et même s'ils connaissaient la date et l'heure d'une sortie prévue, leurs drones devaient encore parcourir de longues distances au-dessus des territoires occupés et jusqu'en Crimée. Pendant ce temps, ils seraient probablement repérés par les radars russes ou les unités au sol, qui pourraient alors prévenir Saki que des drones étaient en route, donnant à leurs camarades le temps de ramener les avions dans les hangars avant que l'attaque n'ait lieu. Dans cette optique, la seule façon de garantir presque à coup sûr une frappe réussie sur un avion de combat était de lancer les drones depuis l'arrière des lignes ennemies, où ils avaient qu'une distance relativement courte à parcourir pour atteindre leur cible. Une mission aussi périlleuse nécessitait les meilleurs soldats de Kiev. Des plongeurs de combat, des forces spéciales du Centre des opérations spéciales Oméga de la Garde nationale. Plus précisément, le groupe Oméga, comme on l'appelle couramment, est composé uniquement des meilleurs commandos. On sait peu de choses à leur sujet, ou sur leur mode d'opération, si ce n'est qu'ils sont l'élite de l'élite. Et lorsque l'Ukraine doit mener des missions particulièrement risquées, complexes et importantes,
c'est vers Omedia qu'elle se tourne. Comme c'est souvent le cas pour une unité des forces spéciales de ce type, peu de détails ont été divulgués sur l'opération d'Omega. À Saki, cependant, on pense qu'une équipe de plongeurs de combat a été chargée de se rendre au-delà des lignes de front, en infiltrant les territoires occupés, et en passant par la mer Noire, pour réduire la distance jusqu'à Saki. Observer la base aérienne, afin d'en apprendre davantage sur la façon dont les Russes stationnés là-bas opéraient, et mener une frappe surprise sur un avion lui-même, laissant l'ennemi sans aucune possibilité de se défendre. Ainsi, dans les dernières semaines de juin et au début juillet, alors que d'autres équipages de drones ukrainiens planifiaient et menaient leurs frappes sur Saki, les plongeurs de médias étaient déjà en route vers la Crimée. Silencieusement, ils avançaient dans l'ombre, voyageant loin derrière les lignes ennemies, pénétrant en territoire de plus en plus hostile. Chaque jour de leur périple était rempli de dangers, chaque geste pouvait être le dernier. Si des troupes russes dans la région avaient réussi à les trouver, tant de choses auraient pu mal tourner alors qu'ils se rapprochaient de leur cible, tout en transportant les drones nécessaires pour mener leur attaque et en planifiant leur fuite vers l'Ukraine, afin de garder plusieurs longueurs d'avance sur leurs ennemis. Mais c'est pour cela qu'ils ont été choisis, parce qu'ils possèdent ce mélange unique de compétences et d'expériences nécessaires pour relever les défis les plus difficiles. Et à la mi-juillet, le moment de leur épreuve ultime est enfin arrivé. Chapitre 4. La frappe contre le Su-24M. Chaque jour, le temps que les plongeurs de combat ont passé dans et autour de la Crimée les a exposés à un risque accru. Ils ne pouvaient pas se permettre de passer trop de temps aussi loin derrière les lignes ennemies. Et ils savaient que s'ils étaient repérés ou capturés, ce serait la fin. Il n'y aurait aucune mission de sauvetage, aucune tentative d'exfiltration, aucune chance de survie. Ils seraient probablement éliminés sur le champ ou capturés et brutalement interrogés par les Russes pour obtenir des informations sur les opérations de l'Ukraine. Pourtant, ils ont continué, convaincus que leur objectif final valait le risque qu'ils prenaient pour l'atteindre. Ils surveillaient de près la base aérienne à distance, scrutant le tarmac à la recherche de tout signe de vie et, plus important encore, de tout avion qui pourrait être préparé pour un bombardement contre l'Ukraine. Enfin, ils l'ont vu, un Su-24M. Également connu sous le nom de Fencer, ce bombardier tactique tout temps remonte à l'époque de l'Union soviétique. Il est entré en service en 1974 et s'est rapidement révélé être l'un des atouts aériens les plus importants des soviétiques. Environ 1400 de ces avions ont ensuite été produits, certains ayant été exportés vers d'autres pays. Beaucoup ont été utilisés dans des conflits tels que la guerre soviéto-afghane, la première et la seconde guerre de Tchétchénie, ainsi que la guerre civile syrienne. Doté de 2 turboréacteurs Lyulka, le Su-24M peut atteindre des vitesses de pointe d'environ Mach 1,35, soit plus de 1000 miles par heure. Il possède 8 points d'emport externes et la capacité de transporter des milliers de livres de bombes, ainsi qu'un canon rotatif à 6 tubes et de nombreux paniers à roquettes pour les combats air-air. C'est un atout vital et précieux pour les forces aérospatiales russes, et une cible de haute priorité pour l'Ukraine, qui a réussi à détruire plus d'une douzaine de ces appareils depuis le début de la guerre. En repérant le Sukhoi 24M sur le tarmac, les plongeurs de combat savaient que c'était une occasion qu'ils ne pouvaient pas se permettre de laisser passer. Heureusement, ils avaient les outils parfaits pour accomplir cette mission. Les drones Hornet, fabriqués par la société américaine Swiftbit et coûtant environ 10 à 11 000 $ l'unité. Ces drones d'attaque ont été spécialement conçus pour détruire l'équipement et les véhicules ennemis, et l'Ukraine les a utilisés avec beaucoup d'efficacité ces derniers temps. Dotés d'une structure en polypropylène expansé et de composants en fibre de carbone, un moteur de 300 kV et une batterie de 10 000 mAh, un système de lancement par catapulte pneumatique, ainsi que des systèmes de navigation interne et par satellite. Pour l'aider à trouver sa cible, le Hornet est un drone extrêmement efficace. Il est équipé d'ogives à fragmentation façonnées, conçues pour exploser à l'impact, et dispose également de 2 caméras diurnes pour l'aider à localiser ses cibles et faciliter la navigation. En plus de cela, le Hornet est également doté d'un cerveau IA, qu'il utilise pour se diriger vers ses cibles lors de la phase finale de son vol. Il n'a donc même pas besoin d'être guidé manuellement pour percuter la cible ennemie qu'il s'apprête à anéantir. Ces caractéristiques ont fait du Hornet le choix idéal pour les plongeurs de combat ukrainiens. À l'aide d'un système de lancement par catapulte pneumatique, ils ont lancé 2 de ces drones dans les airs. Instantanément, les communications du Hornet sur une fréquence radio non standard se sont activées, rendant pratiquement impossible la détection ou l'interférence par les systèmes de guerre électronique ennemis. Les plongeurs l'ont guidé vers la base aérienne avant de laisser la navigation par intelligence artificielle prendre le relais. Grâce à cela, ils quittaient probablement déjà la zone lorsque les drones Hornet se sont rapprochés du Su-24M, appartenant au 43e régiment d'aviation d'assaut naval indépendant de la flotte de la mer Noire russe. Des images vidéo et un rapport de mission détaillé du commandant de la garde nationale, Alexandre Pivnenko, ont révélé que le premier drone a frappé le nez de l'avion avant qu'il ne puisse décoller ou être caché dans un hangar à proximité. Le deuxième drone s'est alors approché pour l'attaque finale,
visant la zone du réservoir de carburant du Su-24M et embrasant entièrement l'appareil. L'attaque a été rapide et brutale, prenant les Russes complètement par surprise et ne leur laissant aucune possibilité de réagir ou de répondre. À partir de là, la mission impossible des plongeurs s'est poursuivie, car ils devaient maintenant s'échapper du territoire occupé sans être repérés. Chapitre 5. Les conséquences. Le drone Hornet a une portée de vol maximale comprise entre 130 et 160 km, ce qui signifie que les plongeurs de combat devaient se trouver à une telle distance de la base aérienne de Saki au moment de l'attaque. Même s'ils se trouvaient à la distance maximale, cela les placerait tout de même à plusieurs kilomètres derrière les lignes ennemies au moment de l'attaque, alors que les alertes retentissaient et que les troupes russes étaient averties de la présence possible de forces ukrainiennes clandestines opérant dans la région. Si le voyage des plongeurs en Crimée était périlleux, leur retour hors de la région était encore plus dangereux, car les Russes étaient probablement désormais au courant de leur présence. Encore une fois, ils ont dû compter sur toutes leurs compétences, leur entraînement et leur expérience pour rester calmes face à un danger extrême et échapper à cette situation de vie ou de mort. D'une manière ou d'une autre, contre toute attente, ils ont réussi. Les rapports indiquent que les plongeurs ont réussi à regagner le territoire contrôlé par l'Ukraine, mettant ainsi la touche finale parfaite à une opération totalement réussie. Au cours de l'opération, un Su-24M avait été éliminé. La Russie avait perdu un autre appareil de sa flotte de bombardiers. Plus important encore, les forces spéciales ukrainiennes avaient envoyé un message clair à leur ennemi. Ils avaient prouvé que les territoires occupés n'étaient plus sûrs pour l'armée russe. Ils avaient montré que même des endroits situés à plus de 160 km des lignes de front pouvaient être ciblés à tout moment. Et que même lorsque les forces russes pensaient avoir un peu de répit, des plongeurs ukrainiens ou d'autres soldats des forces spéciales pouvaient très facilement les surveiller, cachés à l'horizon ou dissimulés dans l'ombre, attendant simplement qu'ils fassent une autre erreur, attendant patiemment le bon moment pour frapper et affaiblir à nouveau leur adversaire. Nous vous retrouverons sur le prochain champ de bataille.